cancer dû à l'activité humaine. Alors que je deviens père pour la première fois, les révélations sur la manière dont nous élevons les animaux pour nous nourrir se multiplient. A major new study from the World Health Organization has revealed that eating processed meat can cause cancer. Meat consumption isn't just the source of health problems. It could also lead to widespread species extinction, according to a recently published study. Donner ses premières bouchées à mon fils et voir à travers ses yeux les animaux qui l'entourent me conduisent à poser un regard neuf sur ces informations. Cela m'a amené à considérer de plus près les choix que nous faisons pour nous nourrir. Comme si soudain, pour lui, j'avais une obligation de savoir que je ne pouvais plus rester indifférent. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons rationalisé et rendu efficace la production de viande. Nous l'avons industrialisée comme nous avons industrialisé toutes les productions sur cette planète. Cette efficacité nous a permis de produire plus de viande que jamais. Avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait rien de tout ça. Les gens élevaient 6 cochons, 10 cochons, 200 cochons. Personne n'élevait 10 000 cochons. Tous les cochons étaient en plein air. Les poules étaient élevées par centaines. Maintenant, elles sont élevées par centaines de milliers. On est passé d'une échelle humaine, compréhensible, à une échelle qui est incompréhensible. C'est toujours l'argent qui dirige. Et on a choisi la façon la plus rentable de faire les choses. En un mot, c'est la manière la moins chère possible de produire des millions et même des milliards d'animaux pour nourrir la population humaine. Le problème, c'est que ce système a une date d'expiration. Est-il encore possible de donner à manger à nos enfants des animaux en respectant la planète, le bien-être dans les élevages et notre santé? Je ne suis pas un militant de la cause animale. Je suis journaliste. Alors, le meilleur moyen de répondre à cette question est de me rendre sur le terrain. Aux 4 coins de la planète, je vais aller à la rencontre de femmes et d'hommes qui inventent des formes d'élevage innovantes, qui respectent les hommes, la nature et les animaux. Je veux mettre bout à bout ces initiatives pour savoir si un autre mode de consommation est possible et viable et s'il est encore temps de faire autrement. Nous avons créé l'élevage industriel. C'était intentionnel. C'est une décision prise pour produire le plus de céréales et le plus d'animaux possible. Nous aurions pu prendre d'autres directions. Nous aurions pu nous demander comment produire la nourriture la plus saine possible. Comment être sûr que nous empoisonnons le moins possible notre terre? Comment faire preuve de plus d'humanité envers les animaux? Nous avons choisi d'ignorer tout cela et de privilégier le rendement. Il est temps de changer de direction. J'ai entendu parler d'un homme dans les plaines du Midwest américain qui a décidé de défier le modèle industriel dominant. Il a mis au point une nouvelle forme d'élevage, proche de la nature, afin de prouver qu'un autre choix est possible. Je m'appelle Jude Baker et je gère ma ferme depuis que j'ai fini l'université en 1999. Ma ferme a la certification biologique. J'ai commencé ce système avec seulement 6 truies. Aujourd'hui, nous en avons 150
et on produit plus de 2000 cochons par an. Ma ferme est à l'opposé de la philosophie industrielle. Notre philosophie est de laisser les cochons exprimer leurs instincts naturels, parce que cela favorise le bien-être et la santé des animaux. Le système de Jude Baker est conçu pour que les cochons vivent en plein air, hiver comme été, quelles que soient les températures. Ici, il y a ce que l'on appelle un bain de boue. C'est l'un des instincts naturels des truies pour se rafraîchir, parce qu'elles ne peuvent pas transpirer. Donc l'été, si la température est très élevée, c'est très important pour les truies de venir ici pendant les périodes les plus chaudes de la journée. Si vous êtes très discret, je vais vous montrer des petits porcelets qui sont nés pendant la nuit. Vous voyez, il y a une douzaine de porcelets. Cette niche est isolée. Il y a une dizaine de centimètres d'isolation. Le mur est épais et c'est de l'acier. Donc c'est très solide. En hiver, ça garde les truies au chaud et ça les garde au frais l'été, car en ouvrant la fenêtre arrière, ça fait de la ventilation. C'est un système plus naturel. Les cochons peuvent grandir à l'extérieur et profiter de la terre. Car les cochons ont ce groin pour creuser la terre. Et s'ils ne peuvent pas le faire, ce ne sont pas complètement des cochons. Quelque chose leur manque. Cet élevage ressemble aux images que l'on voit dans les publicités. Pourtant, aujourd'hui, la viande de cochon que nous mangeons ne vient pas de fermes comme celle de Jude Baker, mais d'exploitations industrielles comme celle-là. Ici, tout se passe à l'intérieur des bâtiments. Donc là, on va arriver dans une salle de maternité, une salle de Miss Ba. Donc voilà, vous allez pouvoir voir les petits porcelets. Elles sont inséminées le même jour, presque toutes. Bah, forcément qu'elles mettent bas le même jour aussi, quoi. On appelle ça une case de miche-bas. La truie est rentrée une semaine avant de mettre bas pour qu'elle s'accoutume à la salle et qu'elle ne soit pas stressée le jour de la mise bas. Elle reste dans cette case-là avec ses petits pendant 3 semaines. Et pourquoi vous avez besoin de ça? En fait, elles sont bloquées parce que une truie, ça n'a pas forcément l'instinct très maternel. Ça aurait tendance à écraser ses porcelets. Une truie, 80% de son temps, ça s'est allongé. Hein. Donc, en fait, qu'elle ait de la place. Et là, elles peuvent se retourner? Non. Non. Les systèmes industriels de production animale, ils visent à produire de la matière animale. Quand vous êtes dans un système porcin, le but, c'est pas d'élever des cochons, c'est de produire du porc. Pas des porcs, pas des cochons, du porc, de la matière animale porcine. « 95% de la viande de cochon produite en France vient d'exploitations comme celle-ci. Et elles vont rester combien de temps? 4 semaines. 4 semaines comme ça. Une porcherie, déjà, c'est un lieu fermé, une zone fermée dans laquelle il y a des bâtiments fermés, dans lequel il y a des boxes fermées. Donc c'est un emboîtement de lieux fermés dans lequel, in fine, se trouvent des truies, des cochons. Il n'y a pas de la nature là-dedans. Le but, c'est que les animaux produisent le plus possible, le plus vite possible. Ils sont sur leur case en béton, là, ou sur pied-bottier, ils ne bougent pas. Ils n'ont rien à faire, ils mangent.
ils grossissent. Et en 5 mois et demi, ils passent d'1 kilo à plus de 100 kilos. On imagine toujours des cochons en train de gambader à l'extérieur. Là, c'est quand même assez restreint, quoi. Oui, c'est sûr, oui. Mais aujourd'hui, beaucoup de la production est faite comme ça. Et les animaux sont quand même relativement en forme. Là, on voit qu'ils viennent vers nous, il y en a qui courent, qui s'amusent. Je sais pas si dehors, ils seraient forcément beaucoup plus heureux. Le système industriel, ce qu'il a de particulier lié au système économique, c'est qu'il n'a qu'une seule rationalité, qui est la rationalité économique. Le but du travail avec les animaux, c'est le profit. Il n'y a pas d'autre but. Ce n'est pas la relation aux animaux, ce n'est pas la relation à la nature, ce n'est pas de produire des aliments qui soient bons et sains. C'est juste que les animaux ils servent à générer de l'argent. Donc ici, vous n'utilisez pas de cage pour les truies? Non, nous n'avons pas besoin de cage. Ce n'est pas nécessaire. Dans le système plein air, nous nous reposons sur l'instinct maternel des truies pour élever leurs porcelets. Donc nous ne passons pas beaucoup de temps avec eux. Ah, vous pouvez voir, il y en a un qui est... Il y en a un qui est mort, là. Vous savez pourquoi? Apparemment, elle s'est allongée sur lui. Ceux qui pratiquent l'élevage en bâtiment fermé disent que nous avons plus de porcelets écrasés par leur mère. Donc voici quelque chose que nous venons d'acquérir. Cette niche est plus grande. Elle ressemble aux autres, mais elle est plus large. Et cela pourrait être la solution à ce problème. Si cela marche, ce sera un grand succès. Cet élevage naturel montre qu'il est également possible de remédier à un autre grand scandale de l'élevage industriel, l'usage massif d'antibiotiques. À cause du surpeuplement dans lequel ces animaux vivent, à cause de la façon dont ils sont élevés, les maladies sont un gros problème. Ça a conduit à donner aux animaux des antibiotiques régulièrement, en préventif. De plus, il est démontré qu'en donnant des antibiotiques aux jeunes animaux, ils grossissent plus et plus vite. Parce que les animaux en bonne santé grandissent plus et plus vite. Mais il y a un problème. Parce que les bactéries sont intelligentes et qu'elles s'adaptent. Elles développent une résistance aux antibiotiques. Elles transfèrent ensuite cette résistance à des bactéries qui touchent les humains. Le résultat est que l'on constate une augmentation du nombre de maladies et d'infections dans les hôpitaux et en dehors des hôpitaux, pour lesquels les antibiotiques ne marchent pas. Le nombre de personnes qui meurent à cause de cette résistance des bactéries aux antibiotiques aux États-Unis est d'environ 25 000 par an. Et ça augmente. Le nombre de personnes qui tombent malades et qui ont du mal à guérir se compte en centaines de milliers. C'est un problème qui ne va pas s'arranger. En France, la résistance aux antibiotiques tue 13 000 personnes par an. Selon une étude britannique, en 2050, si rien ne change, ce pourrait être la première cause de mortalité dans le monde, avec 10 millions de morts chaque année. Je n'ai pas le droit d'utiliser des antibiotiques. Cette interdiction pour les élevages biologiques aux États-Unis est une bonne chose. C'est une différence avec l'Union européenne. Nous n'avons pas le droit d'en utiliser, à moins que ce ne soit nécessaire pour empêcher la mort ou des souffrances. Et dans ce cas, nous devons mettre cet animal à l'écart et le vendre dans le circuit conventionnel. Jude vend sa viande 3 fois plus cher que dans le système industriel. Mais à voir ces cochons gambader librement,
il m'apparaît évident que c'est le prix à payer pour ne pas réduire les coûts à tout prix. Pour moi, ce travail est très intéressant. Être en charge de ce système naturel et être responsable du bien-être de ces êtres me procure une sorte de joie. Marcher dans les champs parmi les cochons est une sorte de thérapie. En tant que fermier, les voir vagabonder et jouer est un accomplissement. Ce ne sont pas seulement des produits pour maximiser le rendement d'une usine. Ce sont des êtres sensibles. Les élevages qui prennent en compte le bien-être animal et libèrent les animaux de leur cage sont donc possibles. Mais sont-ils économiquement viables à grande échelle? La production industrielle a permis de faire baisser radicalement le prix de notre nourriture. Dans les années 50, les ménages européens consacraient en moyenne 45% de leur budget aux dépenses alimentaires. C'est aujourd'hui 15% environ. Cette recherche d'efficacité économique à tout prix, dont nous avons tous bénéficié, a été poussée à son maximum dans un type d'élevage en particulier. Sur le plan de la productivité, l'industrie du poulet est un modèle en termes de rendement et de réduction des coûts. Il y a une uniformité génétique presque complète. Ces animaux ont été sélectionnés génétiquement pour s'engraisser très rapidement. Ils sont maintenus en confinement total. Dans l'industrie d'aujourd'hui, les poules sont conçues pour être abattues en 5 à 6 semaines. C'est incroyable à quel point leur durée de vie est courte. Quelle est la durée de vie normale pour une poule? Si vous prenez une poule sauvage dans la jungle, car c'est de là qu'elles viennent, 20 ans. Aujourd'hui, on élève et abat les poules 2 fois plus rapidement qu'il y a 40 ans. Mais elles sont 2 fois plus grosses. La conséquence est que ces volatiles ont du mal à se déplacer. Si vous les libérez, ce que certaines personnes ont fait, ils vont développer des blessures aux pattes, aux pieds. Après quelques semaines, leur poitrine devient si grosse qu'ils ne tiennent plus debout. Ils ne sont plus capables de marcher, car ils ont été conçus pour produire des blancs de poulet très rapidement. Allons-y. C'est par ici. Si une voiture arrive, suis-nous. Peut-être qu'il faudra s'allonger, alors fais attention à ta caméra. Mais je pense que personne ne viendra. Les élevages de poulets industriels n'ouvrent plus leurs portes aux caméras. Le seul moyen de les filmer est de s'y rendre de nuit, incognito. J'accompagne Christian Adam et 2 de ses amis, des activistes allemands qui s'opposent à l'élevage industriel. La ferme est à peu près à 200 mètres devant nous. C'est une ferme de poulets avec au total 120 000 poules. Il y a 3 bâtiments de 40 000 poules. C'est énorme, non? En fait, c'est la taille normale. Les poules ont toujours faim, car elles sont sélectionnées génétiquement pour avoir toujours faim, afin qu'elles mangent sans cesse. Comme ça, elles grossissent très très vite. Mais cela engendre beaucoup de problèmes pour les animaux. Et c'est la même chose dans tous les élevages. Maintenant, ça commence à sentir. Quand on sera à l'intérieur, il faudra marcher très doucement.
Ces poules sont nées il y a seulement 20 jours. Mais il ne leur reste plus que 10 jours avant d'être abattues et d'arriver dans nos assiettes. L'odeur de fiente est difficilement soutenable. Il fait moite et chaud. Voici ce dont l'industrie ne veut jamais parler. À peine entré, j'ai déjà vu 10 animaux morts étendus au milieu des autres. C'est beaucoup. En général, dans une ferme comme ça, il y a un taux de mortalité de 8%. Cela veut dire qu'au cours de leur croissance, 4000 animaux vont mourir ici. Pas à l'abattoir, mais à cause de leurs conditions d'élevage. Si vous regardez le sol, ce n'est que de la fiente séchée. Certains ont soif, mais ils ne peuvent pas atteindre l'eau. Et ceux qui ne sont pas capables de se lever meurent de soif. Ce sont les poulets que l'on achète dans les magasins, dans les restaurants. En Allemagne, 95% des poulets sont élevés ainsi. Ce sont les poulets que l'on mange. Il est un peu plus de minuit et le bâtiment est rempli de lumière. C'est pour que les animaux mangent en permanence. Tout est fait pour les faire grossir le plus vite possible. Et pour cela, les animaux doivent manger tout le temps. Ils ne doivent pas dormir car ils doivent manger. C'est pour ça que le bâtiment est allumé toute la nuit. La course à l'efficacité économique a aussi particulièrement nui au bien-être des animaux dans le secteur de la production d'œufs. La majorité de ceux que nous mangeons est issue d'élevage de poules en cage comme celui-ci. Ces animaux ne connaîtront la lumière extérieure que le jour où ils partiront à l'abattoir. Tout est fait pour limiter au maximum le coût de production. Aujourd'hui, on a un espace de 750 cm² par poule. Et là, ils sont à 24 dans une cage de 2,40 m et en profondeur 75-80. Et ils ont des perchoirs auxquels ils peuvent se percher la nuit comme le jour. On va mettre beaucoup plus de poules. En cage, en règle générale, on est à peu près 13 poules au mètre carré. Et en bio, on va être à 6 poules. Dans le monde, 60% des poules pondeuses vivent en cage. C'est 68% en France. En voyant cela de mes propres yeux, je me dis qu'il est vraiment temps de consommer différemment et d'éviter au maximum de nous nourrir avec des produits issus de l'élevage industriel. Mais les méthodes alternatives sont-elles réalistes ? Peut-on préserver le bien-être des animaux et en même temps éviter des coûts de production trop importants ? Aux États-Unis, une innovation existe pour faire des poules pondeuses à grande échelle, tout en respectant leur bien-être. J'ai rendez-vous avec les époux Brunkel. Ils ont créé Egg Innovation, l'une des plus grandes initiatives de poules pondeuses en plein air au monde. Chaque jour, 1 million d'œufs sont emballés dans leur usine. 3000 chaque seconde. Ils réalisent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros par an.
J'ai grandi dans un élevage de poules en cage. Puis il y a 20 ans, j'ai enlevé les cages et ça a brisé mes certitudes. Et puis j'ai franchi une étape supplémentaire quelques années après. Je me suis dit, ouvrons les portes. Quand on a vu les améliorations sur la santé des animaux, sur leur bien-être, on s'est dit qu'on ne s'était pas trompé. Rien dans le système en cage ne correspond au comportement naturel des volatiles, comme se percher, socialiser, prendre un bain de poussière. Les cages ne permettent pas cela. C'est impossible. John Brunkel a libéré les poules de leur cage et leur donne accès à l'air libre. Mais il n'a pas renoncé à produire en masse. Il possède 1 300 000 poules réparties dans 65 bâtiments comme celui-ci dans tout le pays. Donc ici, il y a 20 000 poules, c'est ça? Oui. C'est une taille standard? Oui, ce bâtiment fait 7000 mètres carrés. Tout est calculé. Donc il y a 36 cm² par poule à l'intérieur, il y a 6,7 m² de champ, il y a 15 cm de perchoir. Peuvent-elles être vraiment heureuses en étant aussi nombreuses dans un même endroit? Il y a un très bon signe de leur bien-être. Si vous entrez dans un bâtiment à cage, vous verrez beaucoup d'anxiété. Même dans un bâtiment fermé mais sans cage, elles fuiront. Le fait que je puisse m'approcher des poules et qu'elles restent, et qu'elles soient curieuses, et que je puisse faire ça, c'est un signe de bien-être. Ça veut dire qu'elles sont calmes, qu'elles n'ont pas peur des gens, car on leur permet d'exprimer leur comportement naturel. Elles ont la place pour bouger, c'est leur choix. Si elles veulent sortir, rien ne les en empêche. Elle ne s'enfuit pas. Hey you. Faites comme moi, elles aiment bien qu'on les caresse sous le menton. Au centre du bâtiment, il y a une rangée qui sert de nid. C'est comme une grosse boîte. Après que les poules ont pondu, un tapis roulant amène les œufs à l'avant du bâtiment. Regardez toutes les poules qui nous suivent. C'est comme si elles faisaient leur gym. En leur permettant de faire de l'exercice tous les jours, leurs muscles sont plus forts, ça renforce leur système immunitaire, leur circulation sanguine, leurs poumons, leur oxygénation, car on leur permet de faire de l'activité. Alors que si vous confinez les animaux, c'est comme si vous les mettiez sur un canapé pour regarder la télé. À chaque fois qu'on améliore leur bien-être, la production augmente, la mortalité diminue, des choses positives se passent avec les poules. On l'a fait au départ par conviction, mais cette conviction s'est avérée être juste au vu de la productivité des animaux. Donc on peut augmenter la taille et assurer le bien-être à grande échelle. John Brunkel a réussi à améliorer le bien-être de ses poules tout en apportant des œufs pour le petit déjeuner de 500 000 Américains chaque jour. Mais il y a deux problèmes qu'il n'a pas encore résolus. La fin de vie de ces poules, qui au bout d'1 an et demi, lorsqu'elles ne pondront plus assez, seront abattues pour finir dans le circuit alimentaire, et le début de leur vie. D'où viennent vos poules? On achète des poussins d'un jour à un couvoir, et à partir de là, on les élève.
C'est une partie de la production dont on parle rarement. Dans les couvoirs, vous ne pouvez pas savoir si vous allez avoir des poussins mâles ou des poussins femelles à l'éclosion. Alors, ils emploient des personnes très qualifiées appelées des sexeurs de poussins. C'est très dur de savoir juste en regardant un poussin si c'est un mâle ou une femelle. Si c'est une femelle, les sexeurs de poussins vont la garder dans une boîte. Mais si c'est un mâle, alors ils sont généralement envoyés dans un broyeur ou dans un sac où ils suffoquent. Dans certains cas, ils sont gazés. Un couvoir peut produire en un jour 50 000 poussins. La moitié, disons 10, 20 000 par jour, sont tués. Tout n'est pas encore résolu. Mais en voyant les poules de John Brunkle, je me dis qu'il est encore possible de changer le système de l'intérieur. Seront-ils nombreux à réussir ce pari? Ils existent, ceux qui décident de résister à l'industrialisation, de se contenter de vivre bien, sans chercher à s'enrichir. Ce sont des éleveurs de vaches, de cochons, de volailles, mais aussi des pêcheurs. Car dans la pêche, les méthodes industrielles ont également un impact considérable. Les filets ou les chaluts qui raclent les fonds marins pour amener les poissons qui finiront dans nos assiettes tuent des animaux immédiatement rejetés à la mer. Au moins 10 millions de tonnes d'animaux marins sont tués chaque année en tant que prix accessoires, dont des tortues, des dauphins, des baleines. Imaginez que l'étiquette d'un produit indique combien d'animaux ont été tués pour que vous puissiez le manger. Pour 500 grammes de crevettes d'Indonésie, par exemple, on pourrait lire « 12 kilos d'autres animaux marins ont été tués ». Pour vous permettre de manger des sushis au thon, sachez que 145 autres espèces meurent régulièrement dans les filets. Dans l'aquaculture, la situation n'est pas meilleure. À cause du surpeuplement et de la mauvaise qualité de l'eau, le taux de mortalité des poissons peut atteindre 30%. Mais surtout, pour nourrir les poissons d'élevage, nous devons pêcher toujours plus. Il faut de 2 à 5 kilos de poissons sauvages transformés en farine animale pour nourrir 1 kilo de poissons d'élevage. Mais là aussi, des femmes et des hommes refusent de céder aux sirènes de l'intensification. Depuis de nombreuses années, chaque matin où elle est praticable, un petit bateau de 9 mètres prend la mer. Le fait de larguer les amarres, tu quittes le monde de la terre, même si c'est pour le retrouver le soir. C'est comme rentrer un petit peu dans une autre dimension, quelque part. On s'en va, il fait encore nuit. On voit les couleurs évoluer au fil du temps et le soleil qui se lève. Ça nous arrive d'avoir des couleurs exceptionnelles. Tous les jours, ça peut être un paysage complètement différent, suivant la luminosité, suivant les vents. Ça reste tout le temps un peu merveilleux. La ressource a été mise à mal parce qu'il y a eu une pêche industrielle trop puissante, trop développée. Des gens, au lieu d'essayer de gagner leur vie en mer, ont voulu s'enrichir, en fait, sur le dos de la ressource. Anne-Marie Vergès pêche le merlu à la palangre. Une méthode de pêche qui utilise des appâts, comme des sardines. Plus respectueuse des poissons, elle permet de préserver la biodiversité. La palangre, c'est une ligne avec plusieurs hameçons. C'est un système qui nous permet de pêcher du poisson d'une qualité exceptionnelle, parce que tout le poisson qu'on remonte est vivant. Donc c'est du poisson qui n'a pas souffert. Il faut se dire que chaque poisson est une prise. Donc vraiment, c'est le respect du poisson.
Pour nous, un poisson est très important. Et tous les poissons qu'on va pêcher, on va les vendre. Ou éventuellement, si c'est du poisson qui ne nous intéresse pas, commercialement ou quoi, à 98%, on va remettre ce poisson à l'eau et il va continuer à vivre. Nous, c'est vraiment, on peut dire que c'est zéro rejet. La surexploitation de la ressource, je peux te dire qu'elle n'est pas due à des bateaux comme celui-là. Hein. Eh ben, on a tout pris hier ou quoi? Tu vois, parfois c'est même trop écolo comme pêche. Hein. Ouais, ça détend. Soyons merlou. Je te présente donc un spécimen de ce qu'on recherche. On appelle ça une robe. Sa robe qui est très très élégante. Tu vois les reflets magenta et tout ça qu'il peut y avoir. Là, on va le garder. Oh, puis c'est un bébé alors. Hein. Ouais, c'est vraiment un petit celui-là. Alors, donc ça c'est ce qu'on appelle un petit crabat. C'est la famille des rascasses. Et les Français appellent ça la dorade sébaste. Alors tu vois, c'est un tout petit bébé. Et je vais pas le garder longtemps, on va le remettre à l'eau pour qu'il puisse aller grandir, quoi. Voilà. Il est important que demain, nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir puissent continuer à manger du poisson. Il faudrait un jour se rendre à l'évidence qu'il y a des techniques de pêche qui sont dévastatrices, qui engendrent trop de rejets. Les pouvoirs publics fonctionnent surtout en chiffre d'affaires. Ce qui les intéresse, ce sont des chiffres. Et c'est sûr que des petites unités comme les nôtres ne dégorgeons pas des gros chiffres d'affaires. Mais par contre, nous, on a quand même un seuil de rentabilité. On dégage des bénéfices, contrairement à la pêche industrielle. Et donc, les pouvoirs publics favorisent surtout la pêche industrielle. Mais comme ils favorisent surtout l'agriculture industrielle, comme ils favorisent toute l'industrie en général, plutôt que les artisans ou les petites entreprises. Au cours des 20 dernières années, notre consommation de poissons a plus que doublé. La méthode de pêche d'Anne-Marie ne peut peut-être pas nourrir la planète. Mais à notre niveau, privilégier des poissons issus d'une pêche durable comme la sienne, même s'ils sont un peu plus chers, est un premier pas dans la bonne direction. Elles ne sont pas encore parfaites, mais que ce soit à petite ou à grande échelle, les méthodes qui respectent les animaux que l'on mange existent déjà. Mais respecter les animaux n'est pas la seule question que nous devons nous poser quand nous donnons à manger à nos enfants. Nous devons également nous interroger. Quelle planète voulons-nous leur laisser? Avec 7,5 milliards d'habitants sur Terre, la consommation de viande et de poissons est tellement importante qu'elle pose un grave problème. Pour produire les animaux que nous mangeons aujourd'hui, nous abîmons le monde dans lequel nos enfants grandiront demain. Les chiffres sont très clairs. Si l'on regarde les émissions de gaz à effet de serre, l'élevage industriel est responsable d'au moins 18% des émissions causées par l'homme. Et c'est une part de responsabilité incroyablement importante pour une seule industrie. Il est incontestable que si l'élevage industriel n'existait pas, c'est un grand si, mais s'il n'existait pas, nous n'aurions pas le problème majeur de réchauffement climatique que nous avons aujourd'hui. En fait, cela produit plus de gaz à effet de serre que l'industrie mondiale du transport. Pour faire face à l'augmentation de la consommation de viande, nous avons fait le choix de produire de manière toujours plus intensive, toujours plus d'animaux. Alors ça, je ne savais même pas que ça existait. C'est impressionnant.
C'est des centaines, des milliers de petites niches dans lesquelles il y a des veaux. Ils sont attachés à une chaîne. Ils sont là en plein cagnard. Pour engraisser le plus vite possible ces milliards d'animaux que nous faisons naître chaque année et augmenter leur rendement, il faut faire pousser toujours plus de céréales génétiquement modifiées. Pour les planter, nous rasons les forêts, ce qui renforce le réchauffement climatique et détruit la biodiversité. La quantité d'eau que nous utilisons pour ces cultures, comme le maïs ou le soja, épuise les nappes phréatiques. Et les énormes quantités de pesticides et d'engrais chimiques que nous épandons ravagent les sols et mettent en danger notre santé. Vous supportez cette odeur? Eh bien, quand vous êtes ici, au bout de 2-3 jours... Vous vous y habituez. Vous mangez cette viande? Je l'aime pas. Vous l'aimez pas? Ouais. Pourquoi? J'aime pas la manière dont on les nourrit. Dis donc. Trop de produits chimiques. Too much chemicals. Tous les jours, il y en a une dizaine qui meurent. Vraiment? Oui, parfois plus. Il y a une autre conséquence de cette industrialisation massive. Pour apporter les céréales dans les mangeoires des animaux aux quatre coins de la planète, nous les chargeons sur d'immenses cargos, très gourmands en pétrole, qui traversent les océans et accentuent encore le réchauffement climatique. On peut dire sans crainte que l'élevage industriel représente sans doute la plus mauvaise utilisation de ressources dans l'histoire de l'homme. Si nous continuons à nourrir le monde tel que nous le nourrissons aujourd'hui, nous allons épuiser les ressources. Et cela va conduire à de l'instabilité politique. Cela va conduire à une situation où les plus pauvres souffriront le plus. Cela va peut-être conduire à des guerres pour les territoires, l'accès à ces territoires, pour l'accès à l'eau. Cela peut devenir dramatique. Donc, il faut utiliser notre terre de manière à produire le plus de calories avec la plus faible quantité de ressources. Une nouvelle génération de fermiers a décidé de ne pas suivre ce système dominant et tente de réinventer notre mode d'élevage pour pouvoir nourrir le monde différemment. Aux États-Unis, au Portugal, en France, ils ont le souci de respecter les animaux, mais aussi de préserver l'environnement, la planète et notre santé. Oh, il y a du poil qui brille là. Oh, tiens, beau veau. Mon métier, c'est surtout un métier de passionné. Passion de la terre, après bien évidemment de l'élevage, mais de la terre en général, du respect de cette planète et de la capacité qu'on a de pouvoir vivre avec cette terre. Les animaux ne sont pas là pour nous nourrir. Les animaux et les autres êtres vivants sont là parce que la planète a besoin de leur fonction. C'est ça le grand changement, utiliser leur énergie. C'est une fonction de chaque être vivant. Ils sont là en tant qu'éléments de ce système merveilleux et très intelligent dont nous faisons aussi partie. Oh, oh pitchounette, hey. Je suis Jacques Abatouch, je suis éleveur de vaches, d'élevage bovin, je suis producteur de veaux. Ce type d'élevage est respectueux de l'environnement parce qu'on nourrit les vaches en autonomie complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'achète rien à l'extérieur. Tout est produit sur la ferme. Donc on est en circuit fermé, complètement. Effectivement, c'est quand même quelque chose
de ce qui paraît être le bon sens paysan. C'est vraiment la base, normalement, de l'élevage. C'est-à-dire qu'on produit en fonction de ce qu'on est capable de produire. C'est-à-dire qu'on produit les bêtes qu'on est capable de nourrir. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même une fierté, une sécurité aussi. Je ne suis pas dépendant de l'extérieur. Ou s'il y a une crise, quelle qu'elle soit, de production, de tourteaux de soja OGM d'Amérique du Sud, mais ça ne sera pas un problème pour nous. Les vaches de Jacques Abatucci n'ont pas d'étable. Hiver comme été, elles restent en liberté sur ces 500 hectares de maquis. Elles mangent essentiellement ce que les vaches sont naturellement faites pour manger. Quotidiennement, ils leur apportent de l'herbe, fraîche à la belle saison, séchée l'hiver. Son exploitation est conçue pour être en autosuffisance totale, afin d'avoir un impact environnemental minimum. Cette herbe, il la cultive lui-même, dans la plaine, à côté des pâturages. Et pour compléter la nourriture de ses veaux, il fait pousser ses propres céréales. Quelques hectares d'orge par an suffisent. Ce système est très éloigné de l'agriculture intensive. Pourtant, son problème n'est pas le manque de rentabilité, mais de satisfaire la demande. Sa viande est un peu plus chère, mais sa méthode d'élevage en fait un produit recherché par les restaurateurs. Voilà. On n'utilise pas de pesticides, on n'utilise pas de désherbants, on n'utilise pas de traitement d'engrais chimiques. Déjà, on n'impacte pas l'environnement par rapport à ça. La seule chose que j'importe, c'est des déchets d'autres. Je gère leurs déchets qui seraient polluants autrement. C'est-à-dire que du fumier cheval, de la fiente de poule, si c'est pas bien géré, c'est polluant. Là, au contraire, sur la surface qu'on a, on en fait, mais on est loin d'avoir des doses, mais c'est infidécimal. Finalement, on arrive à avoir du coup un résultat derrière qui est extraordinaire, parce que c'est la nature, vous savez, quand on s'applique, naturellement, elle vous aide, et la faune microbienne démultiplie la valeur du sol et la capacité de pousser. Avec la chimie, alors, si, c'est sûr, on y arrivait, mais après, vous aviez un support. C'est plus un sol, c'était un support. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie. Alors que là, c'est de la terre vivante. Tout ça, c'est une symbiose globale du sol, des plantes, des micro-organismes qui fait que la vie se maintient et on réussit à créer cette vie qui fait que la terre vous rend ce que vous lui donnez et ça marche bien. Il faut arrêter d'imaginer que la production intensive va sauver l'agriculture. Non, ça va pas. Ça va créer des industriels, mais plus de paysans. Et on a besoin de paysans parce que ceux qui vont vraiment respecter l'espace, c'est les paysans. C'est pas les industriels de l'agriculture. C'est pas pareil. L'industriel de l'agriculture, c'est un gars qui fait qui regarde les cours des bourses hein, et qui va planter en fonction de ça, pas en fonction de l'environnement qu'il va avoir, des enfants qu'il va avoir, qui vont pouvoir vivre sur leur terre. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est de l'industriel. Nous, on est des paysans où il faut qu'on défende notre mode de production et qu'en plus on défende notre territoire. Vous savez, en montagne, on avait des châtaigniers, mais des châtaigniers qui aujourd'hui ont 600 ans. Mais on est bien content de les avoir, de ces châtaigniers de 600 ans qui produisent énormément de châtaignes. Simplement parce que les vieux nous l'avaient planté. Peut-être celui qui l'a planté, il a ramassé quelques récoltes de châtaignes. Et très peu en plus. Mais il l'a planté parce qu'il savait que ça allait servir à ses enfants ou à ses petits-enfants. C'est l'avenir de l'humanité hein, qui compte dans ces choses-là. On va arriver à un moment où il n'y a plus rien sur la planète. On en parle régulièrement. Là, en ce moment, 40% des populations d'animaux sauvages qui ont disparu, c'est quelque chose d'invraisemblable. Et on va se mettre une balle dans la tête sans réagir. Écoutez, en Corse, on n'a pas l'habitude de se laisser faire. Jacques Abatucci montre qu'il est possible de pratiquer un élevage respectueux de l'environnement. Mais il existe une autre méthode qui permet d'aller encore plus loin. C'est l'agroforesterie. Avec elle, l'élevage qui d'habitude contribue au réchauffement climatique devient une arme contre cette menace pour la planète.
L'agroforesterie existe traditionnellement dans certaines régions du Portugal depuis des siècles. Il s'agit de combiner plusieurs espèces d'animaux, du maraîchage et des arbres sur les mêmes parcelles. À 1 heure de Lisbonne, un fermier a remis ce système au goût du jour en y ajoutant les connaissances agronomiques et les technologies d'aujourd'hui. On va se rapprocher des vaches. L'agroforesterie est basée sur la coopération avec la nature. Comprendre la nature, la connaître en profondeur. La méthode industrielle est basée sur la domination de la nature. Ce sont deux approches totalement opposées. Les conséquences de dizaines d'années d'agriculture industrielle sont ici visibles à l'œil nu. D'un côté, les pâturages arborés d'Alfredo Cunal, de l'autre, un désert, laissé par des dizaines d'années d'exploitation céréalière intensive. Désormais, ce n'est plus un sol, c'est mort. Et sans sol, vous pouvez produire, mais pas avec le cycle naturel de fertilité. Il faut l'apporter de l'extérieur. Or, comme la fertilité permise par les engrais chimiques est basée sur le pétrole, que ferons-nous quand on n'aura plus de pétrole? C'est donc nécessaire de mettre en place une nouvelle façon de produire de la nourriture. Et la seule méthode que l'on connaisse aujourd'hui est basée sur le cycle naturel de fertilité. Ici, j'ai un avenir. J'améliore ma terre. J'enrichis mon écosystème tous les jours. Je n'ai pas besoin d'un litre de pétrole. C'est totalement autonome. Dans l'élevage d'Alfredo, chaque être vivant, animal ou végétal, a un rôle. Et au centre du système, il y a les arbres. C'est une source de fibres, donc une source de nourriture. S'il manque de fibres au sol, les vaches peuvent se nourrir directement dans les arbres. Sinon, nous pouvons couper les branches pour qu'elles y accèdent au sol. Les arbres créent de l'ombre. C'est très important pour les animaux pendant l'été. Si vous regardez attentivement sous les arbres, la végétation est différente. Il y en a plus et elle est de meilleure qualité, car il y a plus de matière organique qui est fournie par les arbres. En même temps, les vaches sont aussi utiles aux arbres avec leur bouse. Ces êtres vivants ne sont pas là seulement pour produire de la viande. Si vous avez seulement des arbres ou seulement des vaches, tout le système sera plus faible et moins résilient. À eux seuls, les chênes, grâce à leurs glands, fournissent 60% de l'alimentation des cochons d'Alfredo. Et les bénéfices pour l'environnement sont considérables. Imaginez l'efficacité de cet arbre. Imaginez, il produit de la nourriture pendant 300 ou 400 ans de manière complètement adaptée. Sans engrais, sans machine. Maintenant, pensez à l'autre modèle pour nourrir les cochons qui, lui, est basé sur les céréales. Tous les ans, il faut remuer le sol. Tous les ans, il faut utiliser beaucoup d'énergie fossile pour produire les céréales qui vont nourrir les cochons. L'efficacité énergétique est complètement différente. Ici, il y a juste à attendre et manger. L'agriculture industrielle relâche beaucoup de carbone. Là, c'est l'opposé. Avec l'agroforesterie, on capte énormément de carbone. Plus d'1 tonne par hectare et par an.
per hectare per year. Si on emprunte ce chemin, si on emprunte le chemin de l'agroforesterie, on peut avoir une grande partie de la solution aux émissions dont on est responsable. De manière très rapide. Tout est là. Le problème n'est pas de faire des erreurs. Le problème est de ne pas en être conscient et de ne pas les corriger. Bientôt, l'exploitation d'Alfredo accueillera de nouveaux arbres qu'il s'apprête à planter. Ils lui permettront de faire revivre la terre devenue infertile à cause de l'agriculture industrielle et d'y introduire de nouveaux troupeaux pour pâturer. À grande échelle, adopter l'agroforesterie, en France et en Europe, serait un moyen d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais est-il possible de nourrir la planète avec de telles exploitations au rendement plus modeste? Peut-on vraiment se passer de l'industrialisation? Les manières, entre guillemets, alternatives de produire à plus petite échelle, avec des cultures plus intégrées, beaucoup plus respectueuses des écosystèmes, sont parfaitement réalistes au sens agronomique du mot. Ce sont les seuls réalistes au sens agronomique du mot. Au sens économique, malheureusement, ce sont souvent des productions qui ne sont pas suffisamment compétitives sur les marchés. Pourquoi? Parce que les marchés récompensent les producteurs qui produisent avec des économies d'échelle sur des grandes surfaces, que tous les dommages causés au sol, à l'environnement, à la santé publique, résultant de ces manières de produire, ne sont pas reflétés dans le prix de cette alimentation produite selon des processus industriels. Et donc le système est très faussé en défaveur de ces exploitations de plus petite taille qui pratiquent une agriculture différente. Sauf que tout ce qu'on ne paye pas à la caisse du supermarché, on va le payer en soins de santé dont les coûts explosent, on va le payer en nécessité de compenser les dommages environnementaux considérables qui sont causés par certains modes de production industrielle. Et donc, ces prix, en quelque sorte, mentent et ne reflètent pas la réalité des coûts sociaux d'une production industrielle. L'idée selon laquelle l'élevage industriel produit de plus grandes quantités est vraie seulement sur une période très courte. Si vous regardez sur le long terme, c'est nourriture pour aujourd'hui, famine pour demain. Il faut changer les choses. Pourquoi ne pas changer les choses? Les seuls qui ont intérêt à ne pas changer les choses sont ceux qui profitent de ce système. Qui en profitent? Ceux qui s'enrichissent avec. Les éleveurs n'en profitent pas, les consommateurs n'en profitent pas. Ceux qui en profitent, ce sont les grandes entreprises qui fournissent les semences, qui transforment les céréales. Et elles sont très organisées. Ce sont elles qui en profitent. Et il n'y a pas de raison qu'elles changent si on ne les incite pas. Donc à notre petit niveau, on peut les inciter à changer en leur disant « je ne mangerai plus comme ça, plus de cette manière-là. Je mangerai différemment. » En attendant que les politiques publiques évoluent, si elles évoluent un jour, c'est aux citoyens d'agir. Mais comment accéder aux poissons ou à la viande dont la production n'abîme pas l'environnement et respecte les animaux? Il existe une solution qui émerge, se fournir directement chez les éleveurs grâce à la vente directe. En privilégiant les circuits courts, on participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais cela permet également un maximum de traçabilité. Pierre Hénard élève des vaches nourries à l'herbe totalement biologiques. Il a fait le choix de maîtriser sa production de bout en bout, du champ jusqu'à l'assiette. Nous, notre filière-là, on permet à des urbains, des habitants de grandes villes qui n'ont pas l'accès facile à la vente directe, à l'accès direct à un agriculteur dans les 5 ou 10 km autour de chez eux, parce qu'ils sont dans des grandes villes, eh bien, ils ont cette possibilité d'aller sur Internet, de commander donc des colis de viande auprès de nous, et ils vont recevoir chez eux directement cette viande qui est élevée, engraissée à l'herbe, avec beaucoup de respect justement des animaux.
Pierre Hénard refuse de vendre ses produits à travers les circuits industriels classiques, comme la grande distribution. Il transforme donc lui-même sa viande dans un petit atelier de découpe. La spécificité de l'atelier ici, c'est que le travail se fait sur un animal unique. Donc il y a une traçabilité certaine et on ne retrouve ça que dans un circuit court de vente directe. Parce que dans les grands abattoirs, eh bien, dans un lot, vous avez de 50 à 100 animaux différents. Ici, un lot, c'est un seul animal. C'est l'émergence de la conscience du consommateur, savoir que dans son mode d'achat, il a un pouvoir qui est plus fort que quand il vote. Parce que ce pouvoir-là, il l'exerce tous les jours, chaque fois qu'il va faire des achats. Quand il quitte une viande industrielle et qu'il prend une viande en plein air qui a été élevée à l'herbe, ça veut dire que le consommateur va financer, promouvoir, investir dans un mode d'élevage, dans des éleveurs qui vont pouvoir vivre et qui respectent l'air, l'eau, la nature, les animaux. Et c'est ce choix de société-là. En choisissant ce qu'il va acheter, le consommateur choisit le mode de société dans lequel ses enfants grandiront demain. Si l'on veut faire un choix éthique en achetant de la viande, une solution est bien sûr de choisir de la viande qui provient d'élevages durables, de petites fermes, de choisir des bœufs d'herbe, des poules de plein air, des cochons de plein air. Mais il faut bien comprendre que pour que cela soit éthique de manière durable, nous devons manger beaucoup moins de viande. Parce que ces produits sont plus chers, il est possible d'envisager une situation dans laquelle les consommateurs diront « Maintenant, je payerai la viande plus chère, mais j'en mangerai une fois par semaine et non pas une fois par jour. » Des solutions existent donc pour élever les animaux en respectant leur bien-être, la planète et notre santé. Mais il y a une chose que l'on ne pourra jamais éviter. À la fin, pour les manger, nous devons les tuer. Aujourd'hui, le moment le plus stressant dans la vie des animaux d'élevage est celui où ils sont transportés à l'abattoir, entassés dans des camions. Ils parcourent souvent des centaines de kilomètres avant d'être abattus, à la chaîne, dans d'immenses établissements. Alors peut-on donner la mort aux animaux sans les faire souffrir? Ce veau, il s'appelle Nespresso et il a 9 mois. 9 mois pour son grand départ. Allez. Allez, monte vers ta mère. Émilie Jeannin, éleveuse de charolaises 100% biologiques en Bourgogne, refuse les méthodes industrielles. Ah zut, faut que t'avances un peu, fille. Elle accompagne elle-même ses animaux jusqu'à leur dernière heure. Avance légèrement. J'emmène le veau avec sa mère. La mère, je la mets dans le van. Lui, tant qu'il est avec sa mère, il est rassuré, il panique pas, il se pose pas de questions, il est cool. Et donc, voilà, c'est un peu comme nous si on emmenait un enfant, on l'arrachait de ses parents d'un seul coup. C'est hyper violent pour moi de les emmener à l'abattoir, certaines, enfin, surtout les veaux. Voilà. Je le trouve joli et beau, et si je pouvais le garder vivant tout le temps, je le ferais. Émilie Jeannin a choisi un abattoir sans course à la rentabilité, à l'opposé des grands établissements industriels. Les cadences sont plus faibles, mais les méthodes sont les mêmes. C'est un matador, c'est un pistolet à tige perforante. On met l'animal dans le piège. L'animal est contenu. On pose le matador sur la tête, à un point précis. Après, on peut tirer.
La tige perforante, elle rentre dans la boîte crânienne, détruit une partie du cerveau pour que l'animal soit inconscient et insensible. Il faut être précis, autrement l'animal est mal étourdi, et là, elle peut souffrir. La mise à mort est faite par la saignée. Ici, on abat et découpe une trentaine de bovins par jour, contre des centaines dans les abattoirs industriels. Mais ces petits établissements sont rares, et ils n'évitent pas le transport des animaux. Une alternative existe pourtant, et elle pourrait être facilement généralisable à grande échelle. L'abattoir mobile roule parfois jusqu'à 800 km par semaine. Nous nous déplaçons d'une ferme à une autre tous les jours. Parfois, les routes sont étroites et il faut aller très doucement. Mais on y arrive. Avec ce système, ce ne sont pas les vaches qui vont à l'abattoir, mais l'abattoir qui s'installe à la ferme. Une fois sur place, le matin, nous commençons l'abattage. À l'intérieur du camion, cela ressemble à un abattoir ordinaire, mais dans un espace réduit. Les services vétérinaires sont présents pour vérifier la sécurité des aliments. C'est important que les animaux restent à la ferme, car c'est leur environnement quotidien. Ils connaissent tout, les odeurs, les sons, les autres animaux. Il y a aussi le fermier qui est là, celui qui s'occupe de tous les jours. C'est leur quotidien. C'est meilleur pour les animaux, car ils n'ont pas à être transportés dans des camions, mélangés à d'autres animaux qu'ils ne connaissent pas. Or, ils sont très stressés quand ils rencontrent de nouvelles bêtes, et souvent ils se battent. Les dernières 24 heures qu'ils passent dans un nouvel endroit sont un cauchemar. Et je voulais vraiment changer ça. Vous semblez très attaché au bien-être des animaux et en même temps vous finissez par les tuer. Vous leur donnez la mort. Comment vous vivez avec ça? Bien sûr que c'est un moment difficile. Mais si vous choisissez de manger de la viande, il faut réaliser que nous tuons les animaux pour ça. Je respecte les personnes qui ne mangent pas de viande parce qu'elles ne veulent pas que les animaux soient tués. Mais je pense que c'est acceptable si l'on se préoccupe de la manière dont ils sont élevés tout au long de leur vie. Pour manger de la viande, il faut tuer des animaux. Mais il y a une différence entre tuer des animaux, 1, 10 ou 100 en même temps, et en tuer des milliers, chaque minute, tous les jours. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un facteur de déshumanisation. C'est différent de la manière dont nous avons procédé et traité les animaux pendant les 200 000 premières années de l'existence humaine. Tout ça est nouveau. Alors faut-il arrêter de manger les animaux? Ce choix appartient à chacun de nous.
Mais ce voyage à la rencontre de ceux qui produisent notre nourriture montre qu'il est déjà possible de faire différemment, que des alternatives existent, qu'elles sont économiquement viables et qu'elles peuvent nous nourrir tous. Il montre aussi que chacun, à son niveau, peut faire bouger les choses. En mangeant moins de viande et en consacrant les économies réalisées à manger de la viande de meilleure qualité, produite de manière éthique et durable. C'est ce que nous avons choisi de faire avec notre fils. Le scandale de l'élevage industriel est l'un de ceux sur lesquels nous pouvons agir, nous-mêmes, sans attendre les décisions publiques. Une partie de la solution est juste là, entre nos mains. Quand on est là, on s'en rend compte que c'est encore possible, qu'on est à un moment limite de changement de la planète et qu'on peut réussir à la préserver. Il faut le faire.